Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'accouchement prématuré. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite en activant la petite cloche. Mettez-moi un petit pouce du coup pour m'encourager. Sinon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'accouchement prématuré. On va voir ça du coup en plusieurs items, la définition, les causes, les facteurs de risque, les traitements, les préventions, les diagnostics, enfin bref, on va voir ça un petit peu de tous les côtés. On commence, c'est parti, la définition, c'est quoi du coup l'accouchement prématuré? En France, du coup, un accouchement à terme, c'est à 41 semaines, contrairement du coup à nos voisins belges ou allemands pour qui c'est 40 semaines. 41 semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le terme, mais à partir de 37 semaines, un bébé est dit fini, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, on sort de la zone de la prématurité. Il y a 3 cas de figure en termes de prématurité. Il y a la prématurité moyenne, c'est-à-dire de 33 semaines à 36 semaines et 6 jours. Il y a la grande prématurité de 28 semaines à 32 semaines et 6 jours. Et enfin, la très grande prématurité de 24 semaines jusqu'à 31 semaines et 6 jours. Selon une étude de 2016, il y a quand même à peu près 85% de prématurés, 10% de grands prématurés et 5% de très grands prématurés. Et selon l'OMS, on prend en charge les bébés à partir de 24 semaines et 500 grammes. C'est la définition de l'OMS. Après, certains hôpitaux s'adaptent un petit peu comme ils peuvent. Mais en tout cas, normalement, l'OMS, c'est 500 grammes et 24 semaines. Quelles sont les causes, du coup, de cette prématurité? Alors déjà, il faut bien différencier deux causes. La cause induite, c'est-à-dire que c'est nous, hôpital, médecins, pas sage-femme, mais en tout cas, nous, les soignants, qui induisons la prématurité pour une pathologie maternelle ou alors la prématurité qui se met en route toute seule. La prématurité induite, on va commencer par celle-là, ça compte à peu près 40% quand même de bébés prématurés. Donc c'est souvent par césarienne pour la santé du bébé, souvent du coup quand il y a un retard de croissance avec des anomalies Doppler et qu'on voit que bébé arrête de grandir dans le ventre, là du coup il y a trop de risques pour bébé de rester in utero, donc dans le ventre. C'est pour ça que souvent on le sort un peu plus tôt que prévu. Ça peut être aussi du coup pour une prééclampsie avec des troubles hépatiques qui s'accentuent de plus en plus au niveau de la maman, avec des tensions aussi qui augmentent. Et ça, pareil, on peut aussi être amené à sortir bébé pour la santé de la maman. Ça peut être dû du coup au fait qu'il y ait une hémorragie due à un placenta bas inséré, donc au saignement pendant la grossesse. Je vous invite à voir du coup la vidéo sur les saignements pendant la grossesse. Ça peut être dû également du coup pour sortir, parce que si maman se vide de son sang, entre guillemets, il faut qu'on stoppe ça, qu'on retire le placenta. Et si on retire le placenta, on est obligé de retirer bébé. Et donc parfois, on enclenche du coup une césarienne en urgence. Ça peut être aussi pour un diabète gestationnel qui est non équilibré. Malgré l'insuline, etc., on n'arrive pas à tempérer du coup les glycémies. Et là, ça peut être aussi un risque pour maman et pour bébé. C'est pour ça qu'on le sort. Ou alors si on voit qu'il y a des anomalies du cœur, même si on est dans la prématurité, si on voit qu'il souffre à l'intérieur, pareil, ça ne sert à rien de le laisser plus longtemps. Et dans ces cas-là, on le sort plus tôt que prévu. Ça, c'était la prématurité du coup qui était induite. La prématurité qui est spontanée compte environ 60% quand même des accouchements prématurés. C'est un travail qui se déclenche suite à des contractions. Alors les contractions, soit elles viennent naturellement et du coup on va investiguer. Parfois ça peut être dû à une infection ou à une rupture prématurée de la poche des os, ou alors simplement le travail se met prématurément en route. Du coup on va rechercher pourquoi, quelles sont finalement les causes de ce déclenchement prématuré. Est-ce qu'il y a des contractions? Est-ce qu'il y a une infection dans l'utérus? Est-ce qu'il y avait trop de liquide, un excès de liquide qui a fait que l'utérus est distendu et qui a fait que du coup l'utérus s'est mis en travail? Est-ce que c'est dû à une malformation utérine? Par exemple un utérus qui est bicorne, c'est-à-dire en deux parties, au lieu que l'utérus soit en une seule partie, là il est en deux parties et du coup il est plus petit, et comme il est plus petit, il est plus vite sollicité, du coup il y a un risque d'accouchement prématuré qui est plus grand. Ou est-ce que c'est dû à une incapacité du col à bien rester fermé tout le long de la grossesse et du coup il se relâche plus tôt que prévu et hop, bébé descend? Est-ce que c'est dû à une anomalie d'insertion placentaire? Est-ce que c'est dû à un choc sur l'utérus? Par exemple, vous venez de faire un accident de voiture, il y a eu un choc et du coup le travail s'est mis en route. Est-ce que c'est parce que vous avez une grossesse gémellaire et du coup vous êtes plus à risque également d'accoucher plus tôt que prévu? Bref, on va chercher vraiment toutes les causes possibles. 3. Le diagnostic. Comment est-ce qu'on diagnostique du coup l'accouchement prématuré? Alors,
Déjà, on va rechercher pourquoi est-ce que vous êtes mis en route. Donc, on va faire une prise de sang, on va rechercher du coup l'anume et les globules blancs pour savoir s'il y a une infection qui commence. On va également chercher via l'infection le prélèvement vaginal et le CBU, donc c'est un test urinaire pour voir si vous faites une infection soit au niveau urinaire, soit au niveau vaginal, soit au niveau systémique, donc du corps entier. On va regarder aussi vos constantes, est-ce que vous êtes tachycarde, est-ce que vous avez de la température. Et enfin, on va faire 2 échographies. Une échographie du bébé, donc dans le ventre, pour voir un petit peu si on voit par exemple qu'il y a trop de liquide, que le bébé est en retard de croissance. On va voir un petit peu si le placenta est bas, haut, etc. Bref, on va regarder le liquide amniotique, le bébé et le placenta. Et enfin, du coup, l'échographie du col. Donc ça, j'ai fait un post dessus sur Instagram pour voir un petit peu si le col s'est modifié, à quel point il s'est modifié et voir un petit peu les incidences sur bébé. Quels sont les facteurs de risque? Alors oui, il y a des facteurs de risque du coup qui accentuent la prématurité. Déjà, c'est les antécédents de prématurité. C'est-à-dire que si vous avez accouché prématurément les premières fois ou la première fois, il y a plus de risques que vous accouchiez prématurément les fois suivantes. Il y a plus de risques, ça ne veut pas dire que vous allez forcément accoucher prématurément, mais en tout cas, le risque est accentué. Les milieux défavorisés, malheureusement, ils travaillent beaucoup, ils bougent beaucoup, etc. Il y a un petit peu plus de risques. Le fait de fumer, de boire ou de se droguer, il y a également plus de risques. Le niveau d'études bas est un facteur de risque. La pénibilité du travail, parce que forcément, si vous travaillez par exemple dans les champs, etc., vous baissez, vous activez énormément votre corps, vous n'avez pas la possibilité de vous reposer, ça peut forcément entraîner un accouchement prématuré. L'âge maternel, que ce soit très jeune ou très élevé, est également, enfin très élevé, on s'entend, hein, 40-41 ans, malheureusement en obstétrique c'est très élevé. Mais clairement pour une femme c'est pas très élevé, mais en obstétrique c'est très élevé. De vivre seul, c'est aussi un facteur de risque, sans doute dû au stress, etc. Et enfin les antécédents, qui soient une pathologie obstétricale ou en tout cas maternelle, c'est un facteur de risque. Quels sont les traitements? Alors, les traitements, on peut donner selon les cas de figure et selon chaque cas, on peut donner du coup par exemple de l'Adalate, qui est un comprimé qui stoppe les contractions. C'est selon chaque cas de figure. Il ne sera pas proposé systématiquement, c'est vraiment adapté à votre cas de figure. On peut aussi hospitaliser du coup pour surveiller, pour être sûr que vous ne vous mettiez pas en route. Par exemple, vous venez de rompre la poche des os, mais vous ne contractez pas, et tant mieux parce que c'est prématurément. On va vous hospitaliser, alors nous en tout cas c'est 48 heures, pour voir justement si vous vous mettez en route derrière ou au contraire, si juste vous avez rompu, mais qu'il n'y a pas de mise en travail spontanée derrière. Ça c'est parfait. Du coup, vous rentrez à la maison, mais juste on continue de surveiller avec des échographies, avec des examens, etc., etc. On peut également donner des corticoïdes. C'est quoi des corticoïdes? C'est une injection intramusculaire. En général, on fait ça dans la fesse, donc ça, c'est pas très agréable. Surtout que l'injection du produit, elle fait un peu mal quand même. Mais ça, en tout cas, ça aide les poumons du bébé à se maturer plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre bébé sort un peu plus tôt que prévu, les poumons auront accéléré la maturation des poumons, donc le développement pulmonaire, et du coup, ça va l'aider à la naissance. Et enfin, on donne aussi du sulfate de magnésium quand vous êtes en salle de naissance. C'est quoi? C'est une injection qu'on fait par voie veineuse. On le fait sur 30 minutes et après sur plusieurs heures. Et c'est quoi? Ça permet justement de maturer justement le cerveau de votre bébé pour l'aider à se développer plus vite et le protéger des hémorragies cérébrales quand il sort. Donc quand on a la possibilité de le faire, c'est l'idéal. Si parfois on ne peut pas le faire, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand on peut, c'est vraiment parfait parce que ça aide bébé. Quelles sont les conséquences pour bébé? Alors forcément, le fait de sortir plus tôt, ça a des conséquences, surtout par rapport à la maturité de chaque organe, puisque in utero, le bébé se développe au fur et à mesure, développe ses organes, que ce soit son cerveau, son système digestif, ses reins, donc sa fonction urinaire, etc., etc. Il se développe à l'intérieur. Donc là, on a stoppé le développement à l'intérieur de vous, puisqu'on a dû sortir l'enfant, et donc du coup, ça a des conséquences. Alors, une étude a été faite sur 7000 bébés pour voir un petit peu quels sont du coup le pronostic de vie. Alors, c'est une étude, ça ne veut pas du tout dire que ça va vous arriver, mais comme ça vous donne quand même un ordre d'idée par rapport au pourcentage de survie. De 32 à 34 semaines, il y a quand même 99% de survie, donc c'est vraiment super, et 97% sans pathologie grave. Donc ça, c'est vraiment top. Donc à partir de 32 semaines, c'est vrai que nous, on est vraiment plus serein à l'hôpital. On sait que généralement, bébé va aller très bien. Entre 27 et 31 semaines, il y a quand même 94% de bébés qui vont très bien et 81% sans pathologie grave. Donc pareil, on sait qu'ils vont vraiment aller bien déjà dès 27 semaines. Donc c'est vraiment tôt. Donc ça, c'est vraiment super. À 25 semaines, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 60% de bébés qui vont bien et à peu près 30% sans pathologie grave. Donc c'est vrai que quand on tourne autour de 24-25 semaines, on est un peu dans la zone où c'est plus compliqué. Et avant 24 semaines, on parle de bébés 1% de survie. C'est pour ça qu'en général, on ne les prend pas en charge, entre guillemets. En tout cas, l'OMS nous indique, comme je vous disais juste avant, 24 semaines et 500 grammes.
il y a quand même pour 24 semaines, en tout cas pour les bébés qui naissent à 24 semaines et 500 grammes, il y a à peu près 12% de bébés qui n'ont pas de pathologie grave, donc ça c'est bien aussi, mais c'est vrai qu'on diminue franchement dans les statistiques. Mais encore une fois, si vous deviez accoucher plus tôt que prévu, peut-être que votre bébé fera partie justement des pourcentages qui vont aller bien, donc il faut vous accrocher et tenir bon pour espérer ça. Mais voilà, mais c'est vrai que dès qu'on s'éloigne un petit peu des 24-25, votre bébé a de plus en plus de chances et va vraiment beaucoup mieux. Donc tout est concerné en termes de prématurité, je parle de tous les organes. Par exemple, la thermorégulation, le fait justement d'équilibrer un petit peu la température du corps, c'est pour ça que souvent bébé est mis en couveuse. Ensuite, la fonction cardiaque, souvent, forcément, le cœur est un peu moins mature. Donc là, il faut le travailler, mais ça, généralement, il s'en sort plutôt bien. La fonction pulmonaire, c'est pour ça qu'on a fait les corticoïdes en anténatal. Et parfois, on l'aide aussi en respirant dans un masque, avec des lunettes ou alors avec une intubation. Là, il y a plusieurs prises en charge possibles selon la prématurité et selon votre bébé. La fonction digestive aussi, qui n'est pas tout à fait mature. C'est pour ça qu'on l'aide avec peut-être une sonde gastrique ou alors on surveille en tout cas son transit. Il y a aussi la fonction rénale, donc on vérifie qu'il fasse bien pipi. La fonction du coup cérébrale avec le sulfate de magnésium dont je vous parlais juste avant et la fonction immunitaire pour être sûr qu'il ne fasse pas d'infection. Et enfin, on vérifie l'ictère, donc la jaunisse du bébé, et ça éventuellement on peut le mettre sous lampe avec la photothérapie, mais ça je vous referai une vidéo sur la photothérapie très bientôt. Donc là, selon le stade de la prématurité, il part soit en réanimation du coup néonatale, soit aux soins intensifs, soit en néonate, donc en néonatologie. Et donc ça, c'est différents critères en fonction un petit peu de comment va votre bébé et quelle est la prématurité de votre bébé, à quel point il a besoin d'aide pour respirer, pour manger, etc. Ou au contraire, juste si on le surveille parce qu'il est un petit peu tôt dans la grossesse, mais finalement il se débrouille très bien. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'il y a différents services. Donc pour vous parents, l'importance que vous avez est énorme, puisque c'est les premiers liens avec bébé, donc le pot à pot est vraiment encouragé plus, si je puis dire, puisque l'avoir contre vous, donc le pot à pot, donc pot contre pot, c'est-à-dire votre bébé qui est quasiment tout nu juste avec sa petite couche contre vous, donc sur votre poitrine, donc que ce soit vous maman ou vous papa, c'est hyper important parce que du coup ça lui permet vraiment d'augmenter lui sa température. Il paraît que ça le stimule aussi au niveau cérébral. Il paraît que ça diminue son stress, ça augmente son fonctionnement du coup au niveau de tous ses organes. Il a un meilleur sommeil avec ça. Il paraît que ça augmente aussi sa capacité d'apprentissage. Donc bref, c'est vraiment super. Donc ça c'est selon une étude, mais je vous mettrai l'étude juste en bas dans la description. Donc pour vous les parents, ça peut être très dur. Vous pouvez du coup, bien sûr, il y a un choc émotionnel, un choc physique, puisque du coup vous passez de enceinte à plus enceinte. Alors vous allez me dire comme toutes les mamans qui ont accouché, mais le fait que vous n'ayez pas été préparé, etc., ça peut être très dur émotionnellement. Du coup, il y a des groupes de parole qui existent, des associations aussi, et il y a des psychologues parfois dans les services, mais aussi simplement les soignants qui sont là justement pour vous aider, vous faire parler entre guillemets, dans le sens où si vous avez besoin justement d'évacuer, d'exprimer ce que vous ressentez, il faut vraiment en profiter, vraiment en parler, parce que parfois on garde ça, parfois vous avez beaucoup de culpabilité alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin voilà, parfois c'est vraiment très très dur pour les parents, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, de ne pas rester seul dans ces moments-là. Parlez aussi entre vous avec votre conjoint, puisque parfois chacun en veut à l'autre, l'autre en veut à l'un. Donc c'est aussi important justement de communiquer, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Après ça c'est votre relation de couple, mais c'est vrai que c'est des moments pas évidents et c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'à un moment votre bébé va aller super bien, vous allez aller super bien, puis votre bébé va aller moins bien, du coup vous allez aller moins bien, puis de nouveau bien, puis donc voilà, donc parfois c'est vraiment des semaines vraiment pas évidentes. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de prévenir, donc de faire de la prévention. C'est pour ça que déjà qu'on essaye de bien suivre les pathologies. Donc par exemple la prééclampsie, le diabète, tout ça, si on peut éviter la prématurité induite, forcément c'est l'idéal. Après on fait ce qu'on peut, etc. Et vous faites ce que vous pouvez également. Mais c'est pour ça qu'on essaye et c'est pour ça que voilà, il y a un suivi qui est régulier, etc. Et qu'on vous embête avec ça pour justement éviter que vous soyez confrontés à cette prématurité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me le dire, sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.